un soldat sur 4 est marocain. Et ces soldats participent à ce qu'il est convenu d'appeler, il faut bien sûr mettre des guillemets, la pacification. L'achèvement de la campagne du Rif est opéré par la première division marocaine, qui est vraiment là le fer de lance de la trouée contre Abdelkrim. Ensuite, ces soldats marocains resteront plus nos Suisses, nos mercenaires, une force d'appoint pour faire les sales guerres comme celle de l'Indochine après 1945, ou bien un atout pour la campagne d'Italie et la libération de la France, resteront plus nos Suisses qu'une armée, comme l'avait envisagé Lyautey, qui soit au service du sultan. Le Maroc de 1912 est un navire en perdition. En 2 ans, de 1912 à 1914, l'ordre est rétabli, la dissidence recule et l'œuvre de civilisation entreprise avec ardeur va s'étendre pendant et après la guerre à tout le pays. Abdelkrim et Lyautey, Abdelkrim il multiplie les contacts, il veut prendre des contacts avec Lyautey, il dit il faudrait qu'on trace la frontière. Et Lyautey répond, il fait répondre par ses communiqués, on n'a pas à traiter avec quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. En fait, le sud-sud du Rif a été mordu par les Français et il a considéré ça comme une déclaration de guerre. Voilà, et la France installe un poste avancé, je crois. Voilà, c'est ça. Et ils attaquent là. En fait, ils attaquent. Ce qui le surprend, après, c'est qu'ils n'attaquent pas sur un seul point, mais sur toute la zone nord, toute la frontière nord du protectorat français. Il est surtout surpris par la vigueur de l'attaque des Rifins. Bon. Et donc, le Lyautey dont on célébrait, comment dire, c'est presque au Maroc, il est considéré comme un colonisateur à visage humain, respectueux des traditions, etc. C'est lui qui va mener la bataille contre Abdelkrim. Et là, il se rend compte qu'il n'a pas, malgré, enfin, il y a eu 100 000 soldats qui voulaient s'opposer à Abdelkrim, et il n'avait pas le dessus. Il a demandé au gouvernement français l'autorisation d'utiliser les gaz. Vous savez, les gaz qu'on utilisait pendant la Première Guerre mondiale. Et le gouvernement français a refusé. Et il a remplacé Lyautey par Pétain. Voilà, c'est un peu pour, comment dire, rétablir la vérité sur le maréchal Lyautey. Voilà. Et là, l'Espagne commence à changer. Elle se dit, si on envoie Pétain, c'est que vraiment, là, les Français prennent l'ampleur de la menace riffaine. Parce que la Première Guerre mondiale, l'écho de la Première Guerre mondiale est arrivé en Espagne aussi. Et Pétain, ils avaient entendu parler de lui. Et ils se disent, s'ils envoient le plus prestigieux des militaires français à terme avec nous, c'est que vraiment, ils ont pris la mesure du danger. Là, les effectifs militaires espagnols vont grandir, les effectifs militaires français vont aussi grandir. Et là, à la fin de l'été 1925, on arrive quasiment à 500 000 hommes, espagnols et français combinés. Enfin, c'est énorme, je ne sais pas si on se rend compte, mais le Rif, je répète, le Rif, ce n'est pas les steppes d'Asie centrale, hein, c'est une petite région. Et pour soumettre une petite région comme ça, on décide d'envoyer conjointement France-Espagnol les troupes additionnées. Enfin, quasiment. Il y a 150 000 hommes quasiment côté français, il y a déjà près de 300 000 hommes quasiment côté espagnol. Donc je répète que entre 21, 23, 24, les bombardements chimiques, ils n'auront pas cessé. Les dégâts vont commencer à se faire de plus en plus sentir au sein de la population riffaine. La résistance riffaine, je ne dis pas qu'elle flanche, mais elle est quand même très éprouvée après 4 ans de guerre, après des bombardements chimiques. Mais la résistance riffaine est acharnée. Pacification ou répression, au-delà des mots, c'est bien de guerre qu'il s'agit, et d'une guerre sans pitié, où la férocité berbère est largement compensée par les effets meurtriers, pour les civils comme les combattants, des armes lourdes des colonnes mobiles françaises. Arme nouvelle dont le coefficient psychologique fut plus important à l'époque que sa réelle efficacité militaire, l'emploi de l'aviation au Maroc préfigure les bombardements aveugles qui vont caractériser la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à l'aviation. Oh, s'il n'y avait pas d'aviation, je crois qu'ils ne seraient pas vaincus, les Marocains. Chasse-peau, les vieux fusils de la guerre de 70, contre des blindés, le combat était perdu d'avance. Mais il allait révéler les incomparables vertus guerrières de nos adversaires. Celle qui fut la plus populaire de nos guerres coloniales fut aussi une des plus longues et des plus meurtrières.
Et donc Abdelkrim se rend aux Français lorsqu'il est acculé, pas aux Espagnols. Parce que je crois que les Espagnols l'auraient zigouillé, vu qu'il leur a fait passer un très mauvais moment. Donc, il est exilé à l'île de la Réunion jusqu'en 1946. Et en 1946, il arrive à s'éclipser au Caire, d'où il mène une résistance contre les Français. En 1955, le mouvement Rifa, sous l'impulsion d'Abdelkrim, n'accepte pas cette indépendance, donnée par la France ou accordée par la France. Pourquoi? Parce que, d'abord, les armées françaises et espagnoles demeuraient au Maroc. L'infrastructure, c'est-à-dire toute l'administration, était encore entre les mains des Français et des Espagnols. Et une bonne partie du territoire n'était pas libérée. Et donc, pour les Rifins, l'indépendance, c'était une indépendance, disons, nominale. C'est pas une vraie indépendance, c'est pas retrouver la souveraineté, c'est pas retrouver la dignité et l'unité nationale. Et ce qui commençait à arriver en 1956, c'est que l'administration espagnole qui dominait le Rif va être remplacée par une administration de l'Istiklal. Les velléités de l'Istiklal contre tous ces mouvements minoritaires, qu'ils soient berbères ou juifs. Et donc, les Rifins ont commencé, à bouger, à créer des espèces de revendications et ont même demandé, ont établi un certain nombre de demandes qu'ils ont adressées au palais. Par exemple, sortie de toutes les forces étrangères, formation des gouvernements populaires, gouvernement d'unité nationale et embauche de fonctionnaires de la région. Et 56-58, c'est un peu comme une force étrangère pour les Rifins qui arrivent, qui s'installent au Rif, une administration étrangère. Pour eux, c'est une administration étrangère, c'est-à-dire une administration de l'Istiklal, une armée qui n'est pas celle d'Espagnols, et donc ils se sentaient toujours dépossédés dans leurs droits, dans leur identité. En 58, il y avait vraiment des exactions. Enfin, parfois, j'avais l'impression que c'était pire que les colonisateurs vis-à-vis des indigènes. Les événements de 59 ont été manipulés en grande partie par le Palais Royal. C'est-à-dire qu'en partie, ou en grande partie, les événements du Rif étaient plus ou moins contrôlés et manipulés par le Palais, d'une part, pour écarter l'Istiklal de la région. C'est parce que l'Istiklal était, à l'époque, la seule force politique, économique et administrative capable de gérer toutes les régions du pays. Et donc, pour écarter l'Istiklal, c'est-à-dire l'affaiblir, c'est pas du tout pour une justice, c'est juste pour l'affaiblir. Et deuxièmement, pour créer les conditions d'une guerre interne et avec l'état d'urgence, avec l'unité nationale, etc., etc. Évidemment, les Rifins ont payé un très lourd tribut